pense que c'est la chose la plus importante pour moi en fait. C'est de pouvoir proposer au public des spectacles qui rassemblent les gens. C'est le sens du travail que je fais au Nouveau Théâtre Populaire et c'est le sens du travail que je fais dans ma compagnie aussi, où j'ai créé une série théâtrale qui s'appelle 8 rois et dont l'objectif est de faire le portrait des 8 présidents de la Ve République, de Gaulle à Macron. Le point commun de ces deux aventures, c'est cette idée de théâtre populaire, c'est cette idée de construire un rapport très fort au public, un rapport fait de références communes, mais pas seulement, fait aussi d'affects communs et puis de joie d'être ensemble. Je pense que c'est vraiment fondamental aujourd'hui parce que c'est ce que peut faire le théâtre que ne peut pas faire peut-être le cinéma. C'est de réunir des gens dans une présence réelle avec des interprètes et de rassembler dans un monde qui est de plus en plus virtuel. Allez, à nous, chantier numéro 1, avec une synthèse présentée par Gwenola David, rapporteuse de l'atelier Trajectoire. Mesdames et messieurs, installez-vous, s'il vous plaît, sur le plateau. Je vous en prie, là, je reste ici, moi. La mixité ne nous fait pas peur, hein, on peut mélanger. Pas encore, pas encore. Vous le serez à peu près sur l'intégralité de la journée. Gwenola, c'est à toi. Eh bien, figurez-vous que par un hasard extraordinaire, les constats que nous avons tirés au cours de ce Tour de France coïncide parfaitement avec ce qui vient de vous être exposé. La demande, c'était mettre en scène est un métier, 3 constats, 3 propositions. Et donc, le premier constat, c'est l'invisibilité des multiples dimensions du métier. C'est-à-dire que les différentes dimensions de l'activité qu'un metteur en scène exerce très concrètement ne sont pas reconnues dans son statut juridique ni dans la définition de son métier. Donc, c'est tous ces savoir-faire entrepreneuriaux qui vous ont été exposés par Eva Oya et Quentin Génissel. C'est ce qu'on appelle aussi la polyglossie. C'est-à-dire que non seulement un metteur en scène doit maîtriser les outils du plateau, à la fois avoir une formation théorique, mais aussi des savoir-faire pratiques, mais il doit aussi gérer le projet dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire qu'il doit à la fois savoir chercher des financements, construire une tournée, suivre le budget, il doit aussi pouvoir répondre aux besoins techniques, gérer les plannings, les ressources humaines, les VHSS, les enjeux écologiques, l'éducation artistique et culturelle, la communication. Donc, ça lui fait beaucoup de choses. Certains appellent ça couteau suisse, hein, d'autres polyglossie. Chacun choisit. Alors, évidemment, un metteur en scène, une metteuse en scène peut cumuler différents statuts, puisque sur la partie, par exemple, recherche de financement, il peut tout à fait être déclaré comme chargé de production, mais pour la direction artistique qu'il exerce de sa compagnie, puisque c'est en général le cadre, eh bien, là, il va devoir émarger au régime général, d'où évidemment une très grande complexité. Donc la conséquence de cette invisibilité de ce travail, c'est qu'il n'est pas financé. C'est-à-dire que tout le travail qui est nécessaire au montage de la production, mais aussi le travail en amont de la production, c'est-à-dire les étapes de recherche, de préparation du projet, qui vont être juste avant les répétitions, eh bien, tout cela n'est généralement pas rémunéré, et on sait combien le soin apporté à ces étapes préliminaires est important pour garantir, pour assurer la qualité artistique. Et puis en plus, pour la partie financement, c'est toujours le metteur en scène, la metteuse en scène qu'on veut rencontrer, et non pas le chargé ou la chargée de production. Donc, un constat, une proposition, eh bien, c'est de faire évoluer le statut juridique pour le faire coïncider avec la réalité du métier tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Donc, c'est un statut juridique qui va impacter aussi la reconnaissance dans le régime de l'intermittence, dans le répertoire national des certifications professionnelles, dans les conventions collectives. Et l'enjeu, c'est de pouvoir être rémunéré sur la globalité du processus de production, de création et d'exploitation d'un spectacle. Et puis aussi, on le voit, les metteurs en scène, metteuses en scène sont souvent sollicités pour d'autres tâches comme l'éducation artistique et culturelle, comme la formation, la transmission, on en a parlé. Eh bien, c'est aussi une meilleure reconnaissance de ces actions-là dans le calcul du statut d'intermittence. Et puis, by the way, il a été beaucoup aussi question du statut des compagnies qui est jugé comme finalement peu pertinent pour l'activité des metteurs en scène.
Deuxième constat, qui rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le besoin de structuration et de compétences. C'est-à-dire que construire un parcours, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec des outils, avec une équipe, et la structuration passe généralement par la création d'une compagnie qui va porter les projets du metteur en scène, de la metteuse en scène, et c'est cette personne qui va assumer la direction artistique. Et comme on le sait, maintenant, il faut de longues années pour pouvoir faire advenir ses désirs jusque sur la scène. Et rares sont les jeunes équipes, notamment, qui ont la possibilité d'embaucher des professionnels aguerris. Et donc, on est quand même beaucoup dans le système de la débrouille. Donc, par rapport à ce constat, ont été formulées de nombreuses propositions. Je ne vous en cite plus quelques-unes. D'abord, pour pouvoir s'appuyer sur des structures telles que des bureaux de production, des associations qui mutualisent les compétences, des groupements d'employeurs, tout ça pour avoir accès à des ressources, à des compétences, suivre des formations continues. Et donc, ça nécessiterait davantage de soutien à ces outils par la puissance publique. C'est aussi comment est-ce qu'on va encourager les plateformes de mutualisation pour partager les expériences entre pairs ou entre générations qui permettent de trouver des réponses assez concrètes aux problématiques rencontrées, de découvrir aussi d'autres pratiques qui vont être inspirantes et qui vont apporter des solutions à ce qui est souvent vécu comme des obstacles, dont la charge administrative, qui a souvent été soulignée comme s'étant démultipliée au même rythme que le nombre des financeurs. Troisième constat, c'est que la recherche, ça fait partie du métier. Disposer d'espaces d'expérimentation, de bourses sans finalité de production immédiate, c'est considéré comme indispensable pour continuer d'inventer. Nous, notre atelier, notre réflexion portait sur la notion de trajectoire, donc il ne suffit pas d'émerger, il faut durer, pour ne pas s'enfermer dans les habitudes de savoir-faire, pour échapper à la pression de la production et puis essayer de s'aventurer aussi dans l'inédit ou oser tout simplement le faire, il faut ces temps de ressourcement indispensable et donc a été suggéré l'augmentation des soutiens à la recherche, à l'expérimentation, en disant qu'il fallait que ce soit des temps et des moments dédiés qui peuvent d'ailleurs être accompagnés par plusieurs lieux, avec tout de même un paradoxe qui a sans cesse été souligné, puisque de tels dispositifs existent et que finalement, que ce soit les compagnies ou les lieux, les utilisent pas autant qu'ils pourraient le faire, parce que d'une part, les compagnies sont tellement en recherche de moyens de production qu'elles privilégient toujours les résidences de création et que beaucoup de lieux ne postulent pas à des dispositifs pouvant financer des laboratoires de recherche parce que ça leur donne peu de visibilité. Donc là aussi, il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup, Gwenola. Évidemment, la synthèse, elle fait, je crois, 15 pages dans le rapport. Elle est beaucoup plus complète que cela. Merci. On va commencer tout de suite sur la question en fait, des données. On parle de quoi, de qui, on les chiffre comment. Audience a mis en place son Data Lab, a accepté de nous donner gracieusement, je tiens à le préciser, des données. Mais franchement, on est quand même loin du compte. On ne peut pas faire un peu mieux pour collecter, documenter, comprendre ? Guillaume Rogation, dont la fonction exacte est directeur des actions sociales et des relations avec les branches professionnelles à l'AFDAS. À Audience, pardon. Excusez-moi. Oui, à Audience. Non, je me mélange les deux. Audience. Ça n'a rien à voir, mais je sais qu'ils s'aiment beaucoup. Oui, on travaille souvent en collaboration, d'abord avec les équipes de Thierry Teboul et avec Thalys Santé, parce qu'avec Thalys Santé, vu que c'est l'émanation même du paritarisme. Bonjour. Pour répondre à la question, je vais être assez franc, c'est des gens ne nous a jamais demandé, c'est la première fois qu'on nous demande des données aussi fines par rapport à des catégories de métiers. Audience, c'est le groupe de protection sociale du monde du spectacle. Donc, on bénéficie de données, on va dire, intéressantes, pertinentes, voire indispensables pour le monde du spectacle, parce qu'on a l'ensemble des cotisations pour les salariés de la retraite complémentaire. Et donc, maintenant, on est en capacité de le faire. Il faut aussi revenir en arrière, Stéphane. C'est qu'avant, c'était pas informatisé. Donc, depuis 2015, il y a en effet la DSN pour les employeurs dans la salle. Ils doivent savoir ce que c'est. Donc, ça a balbutié un petit peu au départ. C'est beaucoup mieux maintenant et ça permet surtout d'avoir, premièrement, c'est ce que je vais dire, des données qui sont sécurisées informatiquement. Et pour le tri, quand vous allez sur on va dire, des données aussi fines par métier,
Quand vous avez déjà une DSN et des données sécurisées, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on ne l'a jamais demandé parce qu'on va généralement donner des informations sur les rapports de branches, notamment pour des branches du spectacle vivant privé, pour le public, pour des branches des prestataires techniques, sur tous les périmètres d'audience, parce qu'on reste la maison, entre guillemets, les tiers de confiance du monde de la culture, mais on n'a jamais, en effet, votre commande l'année dernière, Stéphane, qu'on s'est rencontré en début d'année avec Frédéric Oliven, on n'avait jamais été si finement sur le métier de metteur en scène. Je viens de citer notre directeur général, c'est aussi sous l'impulsion des conseils d'administration et notamment de notre direction générale qu'on a fait un pas vers la data en créant le Data Lab qui permet d'avoir des données actualisées et vraiment un grand travail en renforçant les équipes statistiques. Mais il y a encore beaucoup de travail. Et là, on n'a que les données d'audience, mais il y a des croisements de données à établir, j'imagine. Il y a des croisements de données, comme on peut le faire, et ça n'aura pas échappé pour ceux qui ont participé au CNPS. Il y a notamment mardi dernier, il y a eu un document de remis au CNPS qui fait la jonction entre les données du ministère, les données d'audience, les données de Pôle emploi, notamment sur les régimes d'indemnisation annexes 8 et 10, si je pense aux intermittents. En effet, on travaille déjà sur des croisements de données. Là, on était vraiment sur les metteurs en scène, sur un première commande qui nous semble nécessaire, je pense, d'affiner ensemble, parce qu'il y a des résultats qui peuvent être assez surprenants. Parce qu'on parle vraiment, et je tiens à le préciser, quand on parle de 10 000 personnes, c'est peut-être une personne dont l'entreprise l'a déclaré en metteur en scène. Donc il faut qu'on aille certainement plus finement dans les données. Bon, voilà. En tout cas, vous êtes prêts à poursuivre ce travail, y compris avec d'autres organisations, sur le principe du croisement de données et l'établissement d'une base de données réelle et sérieuse sur cette profession. Dès lors qu'on n'a pas de difficulté, si vous voulez, dès lors que sur les notions de RGPD, ça pourrait être ça notre limite du partage de l'information, on peut considérer que c'est pour le bien de la profession. Nous, on est tiers de confiance, on est opérateur paritaire, je le redis, c'est très important. Et donc, c'est notre rôle. Nous, on donnera des chiffres si ça permet d'alimenter le débat et de vous donner des éléments, on va dire, non interprétables pour lancer des débats et justement avancer sur vos réflexions. Ça sera avec un énorme plaisir, donc, Stéphane. Merci beaucoup. La phase suivante, c'est à partir des données que nous avons récoltées avec vous, c'est maintenant de rentrer dans l'analyse, et ça on peut le partager rapidement avec les services d'audience qu'on remercie. Fabrice Roux, président de la scène indépendante, un des points fondamentaux qui a été mis en avant, c'est l'invisibilité du travail, notamment en amont des metteurs en scène et parfois même en aval après la première représentation, et également en parallèle quelque chose comme une invisibilité réglementaire aussi au sein des conventions collectives pour asseoir cette profession. Quelle est la position de scène indépendante sur ce sujet et comment prendre en compte mieux la réalité du travail des metteurs en scène? On peut peut-être mettre le schéma qu'on a prévu, Pablo. Voilà, on a fait un petit... Très rapidement, c'est ce qu'on a donné à chaque participant aux ateliers pour bien comprendre de quoi on parlait. Vous voyez, on a distingué le temps de la production, qui est un temps non artistique, du temps du travail artistique proprement dit, avec 3 phases. La phase de préparation, la phase de répétition et la phase d'exploitation des spectacles. Aujourd'hui, on voit à peu près où on est dans la phase 2, la phase de répétition. En revanche, pour la phase d'exploitation et la phase de préparation, là, il y a quelques grands déserts réglementaires. Fabrice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, avant de rentrer sur la réponse à votre question, je voudrais dire que je suis assez surpris de voir que finalement, les metteurs en scène, on connaît assez mal leur métier. Je suis surpris parce que d'abord, on est une profession, un secteur où de nombreux producteurs sont des artistes qui ont changé de métier, qui sont devenus ou producteurs ou metteurs en scène. Enfin, pour moi, c'est comme si on disait, dans le sport, on ne sait pas à quoi sert un entraîneur ou un chef d'orchestre pour un orchestre. Sans metteur en scène, on ne peut pas faire grand-chose. Comme vous le dites, leur travail il est décomposé en plusieurs parties. Je fais juste une parenthèse pour dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail avec la production qui se fait en préparation. On a à plusieurs reprises, nous, essayé de défendre les producteurs indépendants, mais pas que, le droit du producteur qu'on n'arrive pas à avoir. Et je me demande si, dans le travail que nous faisons avec les metteurs en scène, au moment de la préparation, on ne pourrait pas concevoir aussi que notre travail n'est pas juste de financer, mais aussi de conceptualiser aussi avec les metteurs en scène. Sur la question que vous avez posée, à la scène indépendante, on est un syndicat le plus ancien d'ailleurs du secteur, puisque depuis 1920, nous sommes d'ailleurs le syndicat qui a donné naissance à tous les autres, puisque tous les autres syndicats sont des émanations de notre syndicat.
syndicat national des entrepreneurs de spectacle. Nous avons choisi, il y a quelque temps, de prendre l'acronyme La Scène indépendante parce que justement, on voulait affirmer la position des indépendants dans un moment où la concentration, etc., fait qu'on avait besoin de se réaffirmer. Au sein de cette organisation, un peu plus de 420 adhérents, un bon nombre de compagnies. Et force est de constater que la plupart des gens qui sont chez nous, en tant que compagnie, sont des artistes qui ont ressenti le besoin de se mettre en compagnie pour pouvoir faire avancer leur projet. Alors on peut se poser la question de se demander si on ne devrait pas inciter les metteurs en scène à faire de la mise en scène, et je pense c'est souvent par dépit qu'ils sont devenus compagnie ou producteurs de spectacles. Ils auraient préféré peut-être passer plus de temps sur la créativité. Alors, je crois qu'il faut qu'on travaille à essayer de créer les conditions de plus de liens entre les producteurs et les metteurs en scène pour essayer de les accompagner au mieux. Mais concrètement, aujourd'hui, ça veut dire que vous seriez prêt à vous mettre autour d'une table pour discuter des conventions collectives et de la position des metteurs en scène au sein de ces conventions? Ah mais non seulement ça, mais on l'avait déjà dit d'ailleurs il y a déjà de nombreuses années, il nous apparaît anormal que le syndicat des metteurs en scène ne soit pas présent à la convention collective. D'accord. Tout le monde est là, sauf les metteurs en scène qui sont pour nous, on l'a toujours dit, un élément prépondérant de notre travail. On ne peut pas se passer des metteurs en scène. Il y a l'ensemble des organisations salariales et patronales. Donc nous, non seulement on n'y est pas opposé, mais on l'appelle de nos voeux. Donc, je pense que le message va être entendu. Et par ailleurs, on va le vérifier tout de suite après. Et par ailleurs, je profite aussi de cette occasion pour dire que souvent, il y a des metteurs en scène qui se sont constitués en compagnie pour pouvoir avoir accès aussi à une forme de financement. Et que là, on est un peu à la croisée des chemins avec le rapport IGA qui a été diffusé au mois de juin et qui avait été préparé par François Hurard à la demande de Rima Abdul-Malak. Je pense qu'il est temps maintenant de considérer que les compagnies ne sont pas autre chose que des entrepreneurs de spectacle qui, certes, n'ont pas toujours des employés permanents, mais qui sont les forces vives de la créativité, qui sont souvent les prémices d'une entreprise qui pourra devenir demain un entrepreneur et rentrer peut-être avec la STP notamment. En fait, si vous voulez que je sois plus rapide, j'aimerais que les metteurs en scène soient autour de la convention collective et que les compagnies puissent bénéficier des aides de la STP dans bon nombre de cas. Ok, merci. Joris Mathieu, qui est coprésident du Syndéac. On ne va pas refaire l'histoire du syndicalisme en France parce qu'il y aura peut-être des choses à préciser. Mais c'est un syndicat que je connais un petit peu, le Syndéac. Joris, deux questions. La première, la même question qu'à Fabrice. Qu'est-ce qu'on fait avec ce désert qui laisse les metteurs en scène un peu à côté de la route? Et j'entends, en écoutant les synthèses et les introductions, on entend quand même deux dynamiques croisées. C'est-à-dire, il y a à la fois cette question de la reconnaissance du statut du metteur en scène, de la metteur en scène, dans la convention collective, par sa plus multifonctionnalité à l'intérieur de l'organisation du travail d'une équipe. Alors vous avez apporté une réponse qui est celle de la respécification du métier de metteur en scène, renforcée dans son binôme avec la production. Il y a une autre dynamique qui émerge aussi des questions qui ont été posées à travers les différents rendez-vous des assises, qui est, c'est assez criant, une difficulté rencontrée par les artistes metteurs en scène à structurer des équipes autour d'eux par déficit de moyens. Donc finalement, c'était ma deuxième question. Voilà, il y a deux entrées en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que l'une n'occulte pas l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois un chantier de réflexion pour réinterroger le statut de metteur en scène à l'intérieur de la convention collective. Et c'est un sujet qui peut être ouvert. Je ne peux pas complètement laisser dire que les metteurs en scène ne sont pas représentés au moment de négociation dans les conventions collectives, puisque dans d'autres syndicats, c'est le cas au Syndéac, des employeurs de spectacles sont paritairement des compagnies et des lieux. Les compagnies sont dirigées par des metteurs en scène et donc sont représentées aussi par les syndicats. Mais ça,
J'entends bien. Et de l'autre côté, réfléchir à la dimension couteau suisse que tu évoquais, Stéphane, des métiers, de la polyvalence de metteur en scène. Faut se dire aussi que très souvent, en fait, on se retrouve à occuper plusieurs fonctions par défaut. Et donc, on ne peut pas penser solutionner la question uniquement par une réflexion sur le statut, mais il faut évidemment prêcher pour l'accompagnement et l'aide renforcée à la structuration des équipes artistiques qui, je suis d'accord avec vous, le métier de metteur en scène se concentre sur la créativité, mais à l'intérieur des structures compagnies, c'est aussi un maillon de la mise en œuvre d'une politique publique sur un territoire avec toute la diversité de la palette évoquée par Gwenola. Donc, ce qui veut dire concrètement qu'en posant la question de la vie et de la fiche de poste des metteurs en scène, on interroge fondamentalement l'organisation de la structuration complète du système. Absolument. Et ce qui est un peu la démonstration qu'on souhaite faire aujourd'hui, et c'est, je crois, dans les propos de Gwenola, très largement mentionné, puisqu'elle a à la fois traité de la question du statut, en tout cas de sa reconnaissance réglementaire, et en même temps de son positionnement dans le système de production et de diffusion. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Isabelle Gentilhomme, qui est secrétaire générale de Ecocène, récemment créée. Même question, en fait, sur cette double entrée, c'est-à-dire structurer un système et en même temps asseoir une reconnaissance plus approfondie et plus claire du métier de metteur en scène au sein des conventions collectives. Est-ce que vous y êtes prêts? Comment? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Mieux? Parce que visiblement, il faut mieux faire. C'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Alors, bien évidemment, il faut mieux faire. Alors, première petite chose, moi je veux d'abord vous féliciter pour l'organisation de ces assises. Je trouve que c'est un moment de reconnaissance pour vos métiers qui est exceptionnel. Et merci de m'avoir invité à parler dans le cadre de cette table ronde. Alors, Ecocène n'a pas été créé récemment. En fait, Ecocène, c'est le fruit de la fusion du PRODIS, de l'ex-SNDTP, Syndicat national du théâtre privé, dont j'étais la déléguée générale jusqu'à fin décembre 2023, et du CAMUL, qui est le syndicat qui représentait les cabarets. Alors moi, je vais refaire un petit peu d'histoire, pardon, parce qu'en fait, le syndicat national du théâtre privé avait été à l'initiative de l'intégration dans la convention collective du théâtre privé d'une annexe concernant les metteurs en scène. Et cette annexe précisait deux choses, à la fois le fait qu'il y ait une création intellectuelle, donc une conception artistique qui relève du droit d'auteur, et ce pourquoi il y avait une rémunération dans la convention collective qui était prévue d'une partie en droit d'auteur, et l'exécution matérielle de cette conception artistique qui relève du droit du travail. Et pour être parfaitement juste, une convention collective, normalement, elle ne règle que les questions qui relèvent du droit du travail, ce qui explique que ne peuvent avoir autour de la table que des organisations patronales et salariales représentatives dans le champ. Et d'ailleurs, nous avions travaillé avec Ponchika, qui à l'époque était présidente du syndicat des metteurs en scène en 2015, sur une refonte de cette annexe, et que nous avions transposé en 2016 dans le cadre de la convention collective avec l'aval de l'ensemble des organisations syndicales de salariés qui étaient les seuls pouvant être signataires de cette convention collective. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, la question se pose moins parce que le syndicat des metteurs en scène s'est affilié à la CGT, donc ça n'est plus un sujet. Et de fait, ils sont autour de la table et c'est une très bonne chose. Donc moi, je veux juste revenir sur ce principe de base pour le secteur que je représente. En fait, il y a vraiment deux parties de rémunération. Tout ce qui concerne la création. Et dans ce cas-là, pour moi, on est quand même... on n'a plus le tableau, pardon. On peut remettre le tableau. On est sur la phase de préparation qui, pour moi, là, relève plus du droit d'auteur. Les répétitions, bien évidemment, droit du travail. Quant à l'exploitation, droit d'auteur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors après, sachant que ce point n'est pas entièrement... Je vous parle juste de ce qui existe aujourd'hui dans le secteur que je représente. Après, que les choses soient mal quantifiées, qu'il faille avancer en termes de poids, de rémunération sur les deux phases, je pense que la discussion, elle reste ouverte. Et d'ailleurs, quand j'interroge mes adhérents, au-delà de ce qui est prévu par la convention collective,
on va dire que ça ne correspond pas exactement à ce qui se pratique dans la convention collective, qui de toute façon ne peut exprimer que des minima, et ensuite, vraiment dans la réalité, eh ben, c'est souvent assez différent et heureusement mieux disant que ce qu'il y a dans la convention collective. Voilà sur la première chose sur laquelle je voulais réagir. Donc en synthèse, ça signifie qu'il y a déjà un travail qui a été mené avec vous pour instituer le metteur en scène sur le plan réglementaire dans les conventions collectives, mais vous êtes conscient qu'il y a un déficit de définition dans la durée du travail, et la question que je pose en complément, c'est cette phase préparatoire, en tout cas ce qui est remonté du terrain, n'est pas pensée uniquement en termes de droit d'auteur, elle est aussi pensée en termes de salariat. Je l'entends, pardon, je l'entends, et c'est pour ça que je vous dis que dans la réalité, encore une fois, moi j'ai préparé un petit peu ce moment. Je précise, on n'est pas du tout en phase de négociation aujourd'hui, soyons clairs. Fait. Mais moi j'ai interrogé. On ne lance pas un débat, on n'est pas en commission paritaire. On essaie de comprendre l'existant et ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Voilà. Moi, je vous dis juste que j'ai interrogé, hein, et encore une fois, là, moi, je représente le spectacle vivant privé, et les gens qui sont adhérents de notre organisation professionnelle m'ont confirmé que la phase de préparation, hein, et surtout la phase de répétition était rémunérée au-delà des minima conventionnels. Voilà ce que je peux dire. Ok. Fabrice, je donne la parole à tout le monde. Pardon, je voudrais juste ensuite, un dernier petit point. On commente. Peut-être la particularité aussi du secteur que je représente, c'est que la phase d'exploitation des spectacles est une phase d'exploitation qui est longue. Donc en fait, souvent, les spectacles se jouent en moyenne 80-90 fois. Hein, donc on est sur quelque chose qui, en termes de rémunération sur la base du droit d'auteur, n'a rien à voir avec une exploitation de 3-4 représentations. Ce que dit Isabelle Gentilhomme, c'est qu'il y a un distinguo à établir entre secteur privé et secteur public, d'une certaine façon, parce que les modalités d'exploitation sont très différentes. Voilà. Ok. Tu voulais faire un commentaire hyper bref, Gwenola, mais alors hyper bref. Hein. Extrêmement bref, puisque ce qui remonte du terrain, c'est que bien souvent les artistes n'osent pas déclarer leur mise en scène parce qu'en fait ils ont peur que ça grève le coût de cession final pour l'acheteur. Donc on est dans une économie ultra concurrentielle où cette dimension rentre en ligne de compte. Donc certainement il faut distinguer entre ce qui se pratique dans le théâtre public avec des séries moins longues et le théâtre privé. Mais voilà, il y a aussi ce frein réel qui est remonté du terrain. Bon, on a évoqué salariat, droit d'auteur. On va quand même revenir sur le salariat avec enfin, tu peux traiter des deux questions, Cyril, et on viendra au droit d'auteur. Ensuite, je te donnerai la parole, Fabrice. La question, donc la question, c'est déjà, le syndicat est à l'initiative de tout ça. Il a produit ce schéma, le schéma qu'on vient de voir. Maintenant, il y a une donnée importante, c'est que le SNMS, affilié à la Fédération du spectacle CGT, fait partie des organisations représentatives. Moi, ce que j'ai entendu autour de cette table ronde, c'est une porte ouverte. Donc, on y va ? On y va quand surtout. Non, juste repréciser, parce qu'on est passé par quelques points historiques, juste pour bien comprendre que le syndicat national des metteuses et metteurs en scène, fondé en 1944, était au sein de la CGT Spectacle dès le départ, jusqu'au début des années 90. Il a perdu sa représentativité en quittant la fédération. Et en fait, c'est un retour à la fédération CGT du spectacle que nous avons effectué il y a maintenant 1 an. Voilà, pour repréciser les choses. Ce qui expliquait très simplement la raison pour laquelle il n'y avait pas de metteuses et metteurs en scène autour de la table quand il y avait une table de négociation, et encore moins quand il n'y en a pas autour de l'artiste, metteuse ou metteur en scène. J'insiste sur ce point parce que je me permets simplement de dire par rapport à Joris sur la question de la représentativité des metteuses et metteurs en scène via le Syndéac. En fait, ils le sont en tant que directeur de compagnie ou de structure. À aucun moment, ils n'interviennent en tant qu'artistes. Et ça, c'est très important. L'ADN du SNMS, justement, c'est que c'est un syndicat d'artistes fondé par des artistes, vous le savez toutes et tous, le cartel. On va pas, voilà, vous connaissez cette histoire. Et donc voilà. C'est ce que je dis, on ne refait pas l'histoire, mais que cet ADN-là est très important. Donc si on veut défendre les metteuses et metteurs en scène du point de vue de l'artiste, parce que pour nous, c'est l'artiste qui guide les choses, il faut partir de ce point précis-là. Eh bien, c'est cette démarche qu'on peut faire, nous, en tant que syndicat, et je le précise bien, de salariés. Un metteur en scène ou une metteuse en scène
est un salarié d'une structure. Voilà, ça c'est la première des choses. Après, sur la question, justement, je rebondis un peu sur ce que dit Fabrice sur la question du producteur, qui est un artiste qui, par désespoir, serait devenu producteur. C'est justement, en fait, on a la réponse dans la question, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est quand même très problématique, juste pour cette petite chose-là, voilà. Sur ce qui a été dit par Isabelle sur la phase de préparation, sur le droit d'auteur, oui, très bien, ça existe dans les textes, entre guillemets, personne ne le sait, mais ça existe, et c'est jamais appliqué. J'aimerais savoir quel est le nombre de commandes de mise en scène. Est-ce que certains et certaines savent qu'il y a une commande de mise en scène que vous pouvez faire au sein de la SACD? Voilà. Donc, il y a parfois des outils réglementaires, juridiques qui existent, et ça, c'est notre rôle aussi en tant que syndicat, de dire ça existe. Comme l'a rappelé Isabelle, dans la convention collective du théâtre privé, il y a quelques lignes sur le metteur en scène, il y a des choses qui ont été définies, et c'est une avancée, et il faut le soulever. Sur la convention du théâtre public, pour l'instant, il n'y a rien, en fait, à part la définition du métier, mais il n'y a rien. Et il n'y a rien sur le metteur en scène, on ne sait pas comment le rémunérer, il n'y a pas de négociation annuelle sur les salaires. Et d'ailleurs, ça pose des questions aussi importantes, c'est qu'un metteur ou une metteuse en scène est rémunéré pour l'instant sur la base, si je prends la convention du théâtre privé, qui a été citée, sur la base du SMIC. Voilà, on est quand même à un poste d'encadrement, un poste de cadre, et il y a aussi des questions de rémunération qui sont posées. Ça a été posé pendant les assises, notamment il y a un chiffre qui a été avancé, je me souviens dans la synthèse, on parle de 30 € de l'heure, notamment, voilà ce qui est estimé par toutes celles et tous ceux qui ont participé à ces assises. Donc on a des bases, on a des points de repère, et c'est avec ça qu'on va construire l'avenir. Une précision, on n'est pas uniquement, dans le propos que tu viens de formuler, les questions ne sont pas uniquement en termes de rémunération, elles sont aussi symboliques, en termes de reconnaissance de la fonction de metteur en scène comme étant une responsabilité majeure dans la production d'un spectacle. C'est pour ça que j'ai commencé par rappeler l'histoire de ce syndicat et de sa fonction artistique, puisque avant tout, un metteur en scène, voilà, et en tant que porteur de projet, est à l'origine d'une création d'une œuvre scénique, ça je tiens à le rappeler, et que c'est à partir de ce point-là que le reste découle. Mais on le voit bien, ce sont quand même les conditions économiques qui contraignent énormément les équipes. C'est pas que on le dit là, on le dit autour de nous, etc. Le problème des droits d'auteur qui a été soulevé par Gwenola en disant que les équipes ont largement déclaré qu'ils ne pouvaient pas y avoir recours pour la mise en scène parce que ça coûte trop cher. Donc, le metteur en scène, le plus souvent, se sacrifie par rapport à ça. Parce que les droits d'auteur, s'ils les déclarent pour la mise en scène, ce n'est pas pris en compte par les diffuseurs. Okay. Voilà, donc c'est une problématique. Merci, il nous reste peu de temps, il nous reste 6 minutes, donc je ne t'ai pas oublié, Fabrice. Panchika Vélez, qui est vice-présidente de la SACD, metteuse en scène, ancienne présidente du SNMS et qui parle aujourd'hui au titre de la SACD. On vient d'évoquer ce binôme droit d'auteur salarié. La SACD est déjà engagée dans cette réflexion. Très engagée. Bon, là, des portes se sont ouvertes visiblement pour qu'on remette la question du salariat et des conventions collectives en chantier. La SACD peut faire quoi dans cette démarche? La SACD accompagnera de toute façon. Alors là, je vais vraiment parler au nom de la SACD. Bien sûr que tous les sujets qui sont abordés me concernent parce que je suis avant tout metteuse en scène. J'ai été élue déléguée à la mise en scène à la SACD par l'ensemble des auteurs et je suis actuellement présidente de la commission théâtre. Et donc vice-présidente de la SACD. Ce que je peux vous dire, c'est d'abord, premièrement, la SACD a signifié son intérêt pour ces assises, qui, je trouve, remarquablement réussies aussi, en étant un des tout premiers partenaires à s'engager auprès du SNMS et vraiment en défendant cette position. Je ne sais pas si Brigitte Buck est déjà arrivée, mais je sais que elle sera là dans peu de temps, la présidente de la SACD, ainsi que Pascal Regard. Donc vraiment soutien total. C'est pas moi qu'on fait sonner tout de même. On avance, Panchika. Merci, parce que attention. Alors moi, je veux préciser quand même une chose. Oui, la SACD, je ne vais pas remonter aux origines de la SACD, vous les connaissez, vous la connaissez tous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la SACD, il y a des soutiens qui existent, des soutiens à la mise en scène, Beaumarchais notamment. Il y a des bourses qui sont remises
6 à 7 bourses par an pour l'écriture de la mise en scène. Alors ça concerne essentiellement l'émergence. Et je ne parle pas des bourses qui sont remises au cirque et à l'espace public, parce que les gens qui font du cirque et de l'espace public sont à la fois des auteurs de l'écrit et à la fois des auteurs de mise en scène. Donc je donne un petit peu les systèmes d'aide SACD, le fonds SACD qui aide à la production, mais qui aide aussi les auteurs. Les festivals, la SACD aide, le Festival des jeunes metteurs en scène aide, le Festival Impatience. Je ne vais pas faire la liste de toutes les aides SACD, vous irez sur les sites. Revenons sur la question des négociations à ouvrir. Non, mais je dis ça parce que c'est symbolique, mais c'est aussi concret et matériel. Et en ce qui concerne les négociations, la SACD n'est pas un syndicat d'employeurs, mais la SACD est une OGC qui représente toutes les autrices et tous les auteurs et qui évidemment participe aux négociations et qui sera là et qui sera prête à faire son travail de négociation, le travail politique qui consiste aussi à expliquer aux acteurs de la vie politique et aux institutions quelle est la fonction, le travail d'un auteur ou d'une autrice metteuse, metteur en scène. Oui, la SACD, c'est sûr, est prête à s'engager pour accompagner. De toute façon, ça a été évoqué par Isabelle Gentilhomme quand elle a dit qu'on marchait sur deux pieds, à la fois comme auteur et comme salarié. Bien entendu, les metteurs en scène sont à la fois auteurs, autrices et donc, salariés. Sans être au sein des institutions paritaires, par définition, il y a quand même un accompagnement qui peut être mené par la SACD sur cette double entrée. Je suis un salarié du spectacle et je suis aussi l'auteur d'une œuvre déposée à la SACD. Un accompagnement, comme ça a toujours été le cas. Je veux dire, un accompagnement parce que la SACD... Mais il faut que ce message soit entendu par les organisations syndicales aussi. Oui, je pense que c'est clair que ça a toujours été le cas. La SACD et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Le fait de faire une liste à l'après-vert sur les points, les aides de la SACD, ça veut dire qu'elles sont insuffisamment sollicitées. Elles existent, ça, on n'en doute pas. Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas suffisamment sollicitées? Non, elles sont sollicitées. Je n'ai pas les chiffres, je ne dirais pas de bêtises parce que je n'ai pas les chiffres. Bien sûr, elles sont sollicitées. Donc ce n'est pas un appel au peuple à se jeter sur les aides de la SACD? Ce n'est pas un appel au peuple, mais il ne faut pas hésiter. Allez-y quand même. Il ne faut pas hésiter à y aller parce que c'est un vrai... En plus, les jurys, la SACD a un fonctionnement de déontologie assez extraordinaire. Allez-y, oui, bien sûr. Très rapidement, Fabrice. Non, mais c'est important quand même de le dire par rapport à ce qu'on vient de se dire. D'abord, je voulais dire à Cyril que si je constatais qu'il y avait des metteurs en scène qui devenaient des compagnies pour produire, je ne disais pas que c'était la voie royale, et je disais juste que je faisais un constat. Mais je voulais reprendre la parole pour dire que nous avons montré que nous considérons les metteurs en scène comme des salariés, nous, à la scène indépendante, depuis longtemps, puisqu'en 2005, on a signé un accord qui est toujours en vigueur entre le SNSM et nous pour fixer une rémunération minimum en salaire pour l'ensemble des metteurs en scène et des droits derrière. Et j'ajoute que ces rémunérations sont prévues également pour les tournées. Donc on considère bien qu'un metteur en scène est quelqu'un qui fait un travail salarié, et c'est pour ça que ça nous paraissait évident qu'ils viennent siéger autour de la convention collective. Ok, merci de cette précision. On peut presque s'arrêter là. Si on faisait une toute petite synthèse de ce qui s'est dit, donc un chantier, le terme chantier est vraiment approprié puisque vous êtes prêt à mettre les mains, à utiliser la truelle de Marie-Pierre de tout à l'heure. Et quand même revenir sur ce qu'a dit Joris en disant ça ne suffira pas de traiter la question réglementaire. Il faut aussi travailler la question de la structuration en même temps. Je pense que c'est un point très important. Mais ces questions de structuration, elles vont être évidemment évoquées, Joris, dans les tables rondes suivantes, puisqu'elles sont au cœur en fait, des problématiques. On a 30 secondes, 36 secondes. Je voulais juste dire qu'au conseil d'administration de la SACD, où sont représentées toutes les autrices et auteurs du secteur du spectacle vivant et de l'audiovisuel, ce qui est certain, c'est qu'il y a une écoute et une attention toute particulière aujourd'hui aux enjeux de la mise en scène de spectacle vivant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous pour cette table ronde. On va enchaîner sur le deuxième chantier. Après, encore quelques paroles de metteuses et metteurs en scène.